Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les députés et sénateurs, Monsieur le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle, Monsieur le directeur général de Pôle emploi, Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux et départementaux, Monsieur le Président du Conseil général, Monsieur le directeur cher Patrick Toulmay, Mesdames et Messieurs, je suis très heureux de conclure ce matin cette réunion de mobilisation de l'ensemble des acteurs de la politique de l'emploi. Le sujet que vous avez traité est au centre des priorités de l'État et c'est tout le sens de ma présence parmi vous. Le chômage est au cœur des préoccupations de nos compatriotes. Le travail est au centre de mon action politique. Alors certes, nous avons aujourd'hui des signaux positifs. La croissance est repartie, le nombre des plans sociaux a été divisé par 2, notre économie s'est remise l'année dernière à créer des emplois, bonne santé de l'intérim avec 187 000 créations de postes, 700 millions d'heures supplémentaires en 2010, dynamique de l'emploi des cadres. Mais il reste un défi majeur devant nous. Le chômage, qui a commencé à se stabiliser, n'a pas diminué autant que nous l'aurions souhaité. L'année 2010 a été marquée par une alternance de bons et de mauvais mois, même si globalement la tendance est celle d'un ralentissement de la progression du chômage. Les premiers résultats de 2011 sont encourageants, avec une baisse en janvier de 20 000 demandeurs d'emploi, et pour la première fois depuis des mois, un recul du chômage de longue durée, mais le niveau global de l'emploi n'est pas revenu à la dimension que nous pourrions souhaiter pour nos compatriotes. Alors je sais que ce niveau global de l'emploi est lié en grande partie à la croissance et à la conjoncture internationale, mais penser que la reprise va automatiquement améliorer les perspectives serait une erreur. Je sais que dans le temps, on a dit qu'on avait tout essayé contre le chômage et qu'il n'y avait plus rien à tenter. Je ne partage pas ce fatalisme. Je pense que tant qu'il y a des chômeurs dans notre pays, notre devoir est de nous mobiliser et d'essayer tout ce qui peut faire diminuer le nombre de chômeurs. Et je ne ferai jamais partie de ceux qui pensent que sur l'emploi, l'État doit se contenter de jouer les simples spectateurs. La meilleure preuve que le volontarisme, comme l'on dit en matière de politique de l'emploi, donne des résultats, c'est que durant la crise, nous avons mis en place des moyens exceptionnels, près de 4 milliards d'euros dans le cadre du plan de relance. Plutôt que d'indemniser les salariés une fois licenciés, nous avons voulu aider les entreprises à maintenir l'emploi avec l'activité partielle. Plutôt que de verser des allocations d'assistance, nous avons préféré financer des contrats aidés. Et plutôt que de constater les destructions d'emplois, nous avons voulu mettre des outils pour aller chercher tous les gisements d'emplois. Je pense notamment à la mesure zéro charge dans les très petites entreprises qui a concerné 1,2 million de personnes. Grâce à cela, 3 millions de Français ont bénéficié de l'un de nos dispositifs. Nous avons connu une hausse du nombre de demandeurs d'emploi de 30% en 2 ans, 30%. Mais sur les 2 mêmes années, le Royaume-Uni a connu une augmentation de 50%, les États-Unis une augmentation de 100%, l'Espagne une augmentation de 121%. Oh, je ne dis pas ces chiffres pour m'exonérer de mes responsabilités. Je les dis pour que chacun comprenne exactement la situation. La France est avec l'Allemagne le pays qui s'en est le mieux sorti en Europe. Mais il y a une grande différence entre l'Allemagne et nous. C'est que chaque année, l'Allemagne perd 100 000 salariés de la population active. Chaque année, la France augmente de 100 000 sa population active. C'est une chance pour l'avenir. Mais pour la question de l'emploi, avant même d'avoir diminué d'un seul le nombre de chômeurs,
il nous faut trouver 100 000 emplois de plus. En Allemagne, avant même de commencer l'année, ils ont 100 000 personnes de moins en demandeurs d'emploi du fait de la diminution de leur population active. Alors cette mobilisation pour l'emploi à laquelle j'appelle est l'affaire de tous. Elle se gagnera, cette bataille, sur les territoires, tout simplement parce que les réalités des bassins d'emploi sont très différentes, bassins d'emploi industriels et bassins d'emploi ruraux et agricoles. Il est donc indispensable que nous nous mobilisions au plus près des acteurs de terrain. Dans ce cadre, les préfets ont un rôle d'animation essentiel. Je sais bien que ce n'est pas les préfets qui créent des emplois, mais c'est les préfets qui ont un rôle de mobilisation des moyens de l'État au plus proche des bassins d'emploi. Les préfets peuvent désormais s'appuyer sur les directs, qui est un acquis important de la réforme de l'État, c'est-à-dire qu'avec les directs, l'ensemble des services de l'économie, de l'emploi et des entreprises sont désormais regroupés au sein d'une seule et même administration. Il y a bien évidemment les équipes de Pôle emploi. Moi, je veux rendre hommage aux 45 000 agents de Pôle emploi et je ne partage pas et je n'accepte pas les critiques dont ils ont été l'objet. Dans la crise que nous avons connue économique, ils ont eu à faire face à la crise et en plus à gérer la fusion des deux administrations qui existaient auparavant. Et je veux rappeler que dans la crise que nous avons connue, il n'y a eu aucun retard dans l'indemnisation. Aucun. C'est pas tout d'avoir son indemnisation, mais quand on l'a pas. J'ai bien connu la crise économique de 1993, et je me souviens à l'époque des polémiques sur les retards de plusieurs mois dans l'indemnisation. Pas une semaine de retard. Je veux féliciter Pôle emploi pour cette action. Alors, chaque usager du service public de l'emploi doit savoir ce à quoi il a le droit et doit obtenir une solution à ses problèmes. Pour les usagers, la fusion doit être une source d'amélioration, notamment pour les entreprises. Il est absolument crucial d'améliorer la réponse en termes de satisfaction d'offres d'emploi. La durée moyenne entre le moment où une offre est déposée par une entreprise et le moment où elle est satisfaite est de 33 jours. Tenez-vous bien, si l'on baisse d'une journée ce délai, c'est 10 000 chômeurs de moins. Je le dis au directeur de Pôle emploi. 33 jours entre une offre d'emploi déposée et un emploi mis en face de cette offre d'emploi. Chaque fois que vous réduisez ce délai d'une journée, vous faites baisser le nombre de chômeurs de 10 000. Ça vaut le coup. Après vous avoir félicité pour votre travail, je vais vous fixer votre feuille de route. Allez plus vite pour fournir les offres d'emploi. C'est possible et c'est ce que nous allons faire. Alors, en matière d'emploi, je suis bien convaincu qu'avoir une multiplicité d'acteurs, c'est multiplier les solutions. Il n'est pas acceptable que des questions de frontières, de soi-disant précarés, nous fassent perdre du temps. Nous avons le devoir de jouer collectif. Avec le Premier ministre, nous avons décidé de mettre à votre disposition des moyens supplémentaires très importants. 1,5 milliard d'euros seront dégagés cette année en plus. En cette période contrainte pour nos finances publiques, c'est un effort absolument exceptionnel. Et comme il est hors de question d'augmenter les déficits, je le dis sous le contrôle de mon ami Pierre Migneret, ce milliard d'euros que nous donnons au ministère de Xavier Bertrand, nous le récupérons sur des économies parallèles sur les autres ministères. Je ne veux pas que la France se trouve dans la situation de certains pays européens. Nous avons pris des engagements de réduction des déficits, ils seront respectés. Donc le demi-milliard d'euros que nous dégageons pour vous, nous l'économiserons dans les autres ministères. Tout autre choix serait irresponsable. Alors, qu'est-ce que nous allons faire avec ces moyens supplémentaires? Nous allons financer davantage de contrats aidés. Parce qu'un contrat aidé, d'abord, c'est un contrat de travail.
pour une personne généralement en grande difficulté sociale, qui encourt le risque de basculer dans l'exclusion et qui, sans contrat aidé, n'a aucune chance de retrouver un contrat dans une entreprise. Alors, je le dis, je fais un choix. Plutôt que d'indemniser un demandeur d'emploi, je préfère qu'on lui finance un contrat aidé ou une formation pour qu'il puisse se reconvertir. Simplement, ces contrats aidés, c'est pour les chômeurs de longue durée. C'est pour des gens qui sont éloignés de l'emploi. Ce n'est pas pour des jeunes de 22 ans à Bac+5. Ça doit être bien compris entre nous. Le contrat aidé, c'est pour une population bien précise. Alors, grâce à vous, mesdames et messieurs, en 2010, il y a eu 520 000 contrats aidés, soit le niveau le plus élevé depuis 10 ans. Nous allons mettre 250 millions d'euros supplémentaires pour financer 50 000 contrats aidés de plus par rapport à ceux déjà budgétés. À l'intérieur, je le dis à Éric Raoult, à Jean-Christophe Lagarde, tous les élus de la Seine-Saint-Denis, à vous, Monsieur le Président, nous allons faire un effort sur les contrats d'autonomie, qui sont des contrats pour les jeunes des quartiers, qui ont fait la preuve de leur efficacité. 7 000 contrats supplémentaires d'autonomie seront financés en 2011. Je sais pouvoir compter sur l'énergie de Maurice Leroy pour assurer leur bonne mise en œuvre sur le terrain. Mais je demande une chose à tous les responsables qui sont ici. Il n'y a pas de fongibilité entre ces différents systèmes. Les contrats aidés, c'est pour les personnes éloignées depuis très longtemps de l'emploi, qui n'ont aucune chance de trouver un emploi sans eux. Et les contrats d'autonomie, c'est pour les jeunes des quartiers qui, en plus d'une exclusion sociale et d'une absence de formation, ont un problème lié à l'exclusion par rapport à leur origine géographique, les quartiers, ou origine de leurs parents. Donc c'est bien cela que nous allons faire et sur lequel nous mettons le paquet en termes financiers. Alors, chacun doit se sentir concerné. J'en appelle en particulier aux départements, Monsieur le Président, qui peuvent accompagner et compléter notre action en matière de contrats aidés pour les bénéficiaires du RSA. C'est une question d'intérêt général. Au lieu de financer une allocation, vous pourrez verser le montant équivalent pour payer un contrat aidé et permettre à un demandeur d'emploi de retrouver un travail et un salaire. Toute notre idée est très simple. La question n'est pas que le chômage soit le moins pénible, la question est que chacun puisse trouver une formation ou un contrat. Au lieu de mettre de l'argent pour que les gens restent chez eux à déprimer, on va mettre de l'argent pour que les gens trouvent une formation et un contrat. C'est clair. Ça ne coûte pas plus cher, mais ça donne une utilité sociale et économique à une personne désespérée parce qu'elle n'a rien. Alors les contrats aidés, c'est utile dans une période comme celle que nous vivons, mais ce n'est pas suffisant pour recréer des perspectives. C'est la formation qui doit être au cœur de nos efforts. La formation, c'est la meilleure arme anti-crise. Et la formation, c'est le meilleur passeport vers la reconversion professionnelle. Nous allons donc augmenter de 30% le budget de formation de Pôle emploi en faveur des demandeurs d'emploi. 30% d'augmentation. 15 000 entrées en formation supplémentaire pour Pôle emploi. Cela veut dire 130 000 entrées en formation pour Pôle emploi en 2011. Les régions ont des compétences très importantes en matière de formation des demandeurs d'emploi. Elles devront accompagner cet effort. Et ces efforts de l'État se conjugueront avec les dispositifs que les partenaires sociaux sont en train de négocier. Il y a notamment 2 dossiers que nous négocions avec les partenaires sociaux, cher Xavier. Il y a la question de l'indemnisation des chômeurs en fin de droit qui suivent une formation. Xavier Bertrand va discuter avec les partenaires sociaux afin d'étendre à tous les chômeurs qui arrivent en fin de droit à l'assurance chômage la rémunération de formation Pôle emploi. Tous. Enfin, pour mieux accompagner les demandeurs d'emploi licenciés économiques, Xavier Bertrand proposera aux partenaires sociaux de fusionner en un dispositif unique le contrat de transition professionnelle et la convention de reclassement personnalisé, dans une logique de quoi? De sécurisation
des parcours professionnels afin d'offrir à tous les salariés licenciés économiques les mêmes droits et le même accompagnement sur l'ensemble du territoire. Il n'y a aucune raison, après les expérimentations, que nous devons d'ailleurs à l'action de Jean-Louis Borloo, excellente, il n'y a aucune raison qu'il y ait des bassins d'emploi où on est indemnisé pendant 1 an avec des obligations de formation et d'autres où il n'existerait pas ces dispositifs. Il faut que nous aboutissions, cher Xavier, avant l'été. Alors nous sommes dans un lieu un peu inattendu pour une telle réunion de mobilisation pour l'emploi. Pourquoi l'avons-nous choisi avec Xavier Bertrand et Nadine Morano? Parce que nous avons souhaité que cette réunion se tienne ici, au campus de l'entreprise et des métiers de Bobigny. Ce choix n'est pas anodin, car ce campus représente sans doute ce qui se fait de mieux en termes de formation pour les jeunes. Plus de 1600 jeunes hommes et femmes sont accueillis ici, se forment au métier de l'artisanat, cher Frédéric Lefebvre, pour être boulanger, pâtissier, plombier, carrossier, prothésiste. C'est un campus qui représente la réussite pour tous ces jeunes, dont la plupart sont issus de cette année. La moitié de ceux qui sont formés ici travaillent dans une entreprise de ce département. 70% trouvent un emploi dès leur sortie de formation. Je dis, mes chers compatriotes, à tous les parents, l'apprentissage, c'est 70% des jeunes qui, à la fin de leur formation, trouvent un emploi. Est-ce que ça ne vaut pas le coup de tenter l'apprentissage par rapport à la formation générale et à la formation théorique? Est-ce qu'au fond, on me dit toujours qu'il faut faire une campagne de communication pour favoriser l'artisanat, enfin, l'apprentissage, la formation en alternance? Mais il n'y a qu'une seule chose à dire dans cette campagne. C'est que si vous choisissez pour vos jeunes l'alternance, vous avez la quasi-certitude qu'ils aient un emploi. Si vous choisissez la formation générale et théorique, vous avez une chance sur 2 qu'ils soient au chômage. Est-ce qu'il y a d'autres messages plus importants? Est-ce qu'on a besoin de montrer simplement des photos d'apprentis? Ou est-ce que ce chiffre-là ne porte pas en lui-même les données du choix? Avec l'apprentissage, c'est un travail. Avec la formation générale, c'est une chance sur 2 d'avoir un travail, une chance sur 2 d'être au chômage. Alors, je veux saluer le président Patrick Toulmay, la région, le département, Monsieur le Président, mais je dis, depuis 30 ans, nous tous, regardons la situation, gauche et droite, depuis 30 ans, chaque gouvernement a affirmé faire de l'accès à l'emploi des jeunes sa priorité. OK? Tous. Tous, nous avons fait des discours définitifs sur le sujet. Tous. Alors, selon qu'on soit de gauche ou de droite, on peut trouver que le discours des uns était meilleur que le discours des autres. Ils disaient la même chose. Puis ils ont fait la même chose, gauche et droite confondus. Depuis 30 ans, le taux de chômage des moins de 25 ans est constamment resté le double que celui du reste de la population. Donc ne nous donnons pas de leçons les uns les autres, ça ne sert à rien. Et les Français ne sont pas dupes. Depuis 30 ans. Avec une situation encore pire pour les jeunes des quartiers, 40% d'entre eux sont sans emploi. Croyez-moi, ça ne change pas, quel que soit le gouvernement, et quelle que soit la majorité. La même chose. Alors, est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on change? Je propose que l'on change. Et tous ensemble, pas les uns contre les autres, juste tout ensemble. Il est temps de tirer les leçons de ce que j'appellerais un échec collectif. Est-ce qu'on regarde la réalité ou est-ce qu'on la subit? Je ne crois pas à un plan miracle. Mais il y a des solutions qui existent et qui fonctionnent. C'est très simple. En Allemagne, 2 tiers des jeunes sont formés par l'alternance. En France, 1 tiers des jeunes. Voilà la différence. Voilà la raison du chômage des jeunes. 2 tiers en Allemagne d'alternance, 1 tiers en France. La stratégie et l'objectif sont limpides. On va combler notre retard. L'alternance, c'est une formule gagnante pour tout le monde. Nous allons donc nous fixer des objectifs ambitieux et prendre des décisions. Objectif, on va passer de 600 000 à 800 000 jeunes dans les 3 années qui viennent. Objectif, 1 million à terme. C'est possible. Alors, je crois que sur l'analyse, tout le monde est d'accord. Mais combien de fois ai-je entendu l'alternance, c'est bien, mais le problème, c'est que le recrutement, c'est un véritable parcours du combattant.
trouver un candidat, identifier le contrat, comprendre les règles applicables, enregistrer le contrat, demander des aides. Heureusement qu'on favorise l'alternance, qu'est-ce que ça serait si on ne la favorise pas? Les obstacles sont innombrables. Xavier Bertrand et Nadine Morano ont beaucoup travaillé, je les en félicite, et nous allons donc proposer un plan qui s'articule autour de 3 axes principaux. Le premier consiste à inciter à l'embauche des jeunes par les entreprises. Aujourd'hui, les entreprises de plus de 250 salariés sont soumises à une obligation d'avoir dans leurs effectifs 3% de jeunes en alternance. En dessous de ce seuil, une majoration de la taxe d'apprentissage s'applique. Ce système a eu un impact, mais il pose 2 problèmes. Ce système est injuste, puisque le montant de la surtaxe est uniforme, quel que soit le taux d'alternants atteints, que vous n'en ayez aucun ou que vous les ayez presque tous. C'est injuste. Et ce système est déséquilibré, puisqu'il ne joue que sur la sanction et n'encourage pas à l'inverse les comportements vertueux. Il y a même certaines entreprises qui préfèrent payer la taxe plutôt que de s'ouvrir à des alternants. Nous allons donc modifier ce système pour le rendre plus efficace, plus juste, plus incitatif. Les grandes entreprises devront embaucher 4% d'alternants. Mais en contrepartie, nous allons moduler la surtaxe pour faire en sorte que celui qui ne fait aucun effort soit davantage pénalisé que celui qui est juste en dessous du seuil. Mon objectif, ce n'est pas d'engranger des pénalités, c'est au contraire qu'aucune entreprise ne soit pénalisée parce que toutes les entreprises se seront engagées en matière d'alternance. Et en contrepartie de ce malus, le gouvernement va mettre en place un bonus pour les entreprises qui dépasseront le quota des 4%, qui prendra la forme d'une réduction de charges. Les entreprises qui ne s'ouvrent pas à l'alternance seront sévèrement sanctionnées. Les entreprises qui remplissent presque leurs objectifs seront très peu sanctionnées. Mais les entreprises qui dépassent leurs objectifs seront récompensées par des allègements de charges. Je crois que ce système est un système pertinent qui va pouvoir ouvrir les portes des entreprises aux jeunes. Quant aux entreprises de moins de 250 salariés, qui ne sont pas soumises à ces quotas, elles bénéficieront d'une aide à toute embauche supplémentaire qui concernera aussi bien le contrat d'apprentissage que le contrat de professionnalisation. C'est un point sur lequel les partenaires sociaux étaient très attachés. Xavier et Nadine vont le mettre en place. Par ailleurs, nous allons réorienter les financements issus de la taxe d'apprentissage vers l'apprentissage. Enfin, quand même, c'est extraordinaire. Il y a une taxe d'apprentissage. Et il y a la moitié du produit de la taxe d'apprentissage qui va à l'apprentissage. Enfin, écoutez, quand même. Alors, la part qui ne va pas directement à l'apprentissage sera maintenue en valeur absolue, mais réduite progressivement en proportion. Cela permettra de dégager entre 50 et 90 millions de plus pour financer l'apprentissage. Je sais que c'est un sujet sensible pour certaines grandes écoles, mais c'est une incitation très forte pour toutes les écoles de créer des places en apprentissage. Je suis désolé, il faut savoir ce que l'on veut. On veut davantage de jeunes en alternance? Il faut que la taxe d'apprentissage aille davantage à l'apprentissage. Deuxième volet de notre plan, on va moderniser et développer nos capacités de formation et d'hébergement. L'hébergement est un enjeu spécifique pour les jeunes apprentis, parce qu'ils doivent se rendre alternativement dans leurs organismes de formation, puis sur leur lieu de travail, ce qui les oblige à disposer d'une double, voire parfois d'une triple résidence, en fonction de l'éloignement. Alors il faut lever ces obstacles. Je me réjouis que les partenaires sociaux aient engagé une négociation en vue de mieux réorienter les fonds du 1% logement en direction des jeunes en alternance. Je vous annonce que l'État va mobiliser 250 millions d'euros supplémentaires prélevés sur le grand emprunt pour créer 15 000 places supplémentaires d'hébergement pour les jeunes apprentis. 15 000. Les appels à projets ont été lancés et Nadine et Xavier présenteront les premiers projets sélectionnés dans quelques semaines. Il faut également plus de places en centre de formation. Nous avons dégagé 250 millions d'euros dans le cadre du grand emprunt.
pour augmenter le nombre de places en centre de formation. Dans le cadre des contrats d'objectifs et de moyens en cours de négociation avec les régions, c'est 350 millions par an que l'État va engager. Je souhaite que les régions prennent toute leur place dans cette mobilisation en faveur de l'alternance. Je propose une règle simple, Monsieur le Vice-président. Chaque fois que l'État met 1 euro pour l'apprentissage, je demande que les régions mettent 1 euro. 1 euro pour l'État, 1 euro pour les régions. C'est simple, c'est équitable et ça sera efficace. Mais tout ceci ne pourra fonctionner, et c'est le troisième volet de notre plan, que si on facilite la mise en relation des jeunes, des entreprises et des centres de formation. Trouver une entreprise pour un jeune est souvent compliqué. Nous allons créer un portail de l'alternance. Ce portail aura une double fonction. Il constituera une bourse des emplois permettant à un jeune d'avoir accès à l'ensemble des offres en alternance sur un territoire et surtout sur un secteur professionnel. Et ça sera un outil de simplification des procédures administratives, car avec ce portail, les procédures seront dématérialisées. Une entreprise pourra par exemple disposer d'un calcul et d'un paiement automatisé des charges sociales, comme cela existe dans le domaine des particuliers employeurs avec le système du chèque emploi-service. Je voudrais enfin terminer sur un sujet capital à mes yeux. Nous allons donner aux jeunes apprentis les mêmes droits que n'importe quel jeune étudiant. Voilà la contradiction de la société française, qui ne cesse de promouvoir l'apprentissage et qui se trouve face à une contradiction. Le statut d'un apprenti est inférieur au statut d'un étudiant. Aujourd'hui, un jeune qui a fait le choix de l'apprentissage n'a pas les mêmes tarifs qu'un étudiant lorsqu'il va dans un restaurant universitaire, ou n'a pas les mêmes tarifs lorsqu'il veut accéder à un logement étudiant. Cela n'est pas acceptable. Je vous annonce que désormais, les apprentis auront les mêmes droits que n'importe quel étudiant lorsqu'ils se rendront dans un restaurant universitaire ou pour accéder à un logement. Pour atteindre nos objectifs, j'insiste sur le rôle que doivent jouer les préfets, les directs, Pôle emploi, les missions locales. Aujourd'hui, seulement 10% des contrats en alternance sont conclus par des jeunes suivis par les missions locales. Il faut augmenter ce chiffre. Il faut que chaque chef d'entreprise soit au courant que s'il recrute un jeune en contrat d'alternance, il bénéficiera d'une réduction de charges. Nous allons continuer à nous appuyer sur les développeurs de l'alternance qui ont fait la preuve de leur efficacité pendant la crise pour prospecter les entreprises et aller chercher des offres. 135 000 entreprises ont été contactées. Grâce à eux, 28 000 contrats d'apprentissage, 12 000 contrats de professionnalisation ont été signés. Si nous n'allons pas chercher un par un les acteurs économiques, nous n'atteindrons pas l'objectif de 800 000 jeunes en alternance. Il y va de l'avenir de milliers de jeunes qu'il faut aider à percer le plafond de verre qui les empêche de mettre un pied dans l'entreprise. Il faut continuer à mobiliser les différents acteurs de l'alternance, les entreprises, les branches professionnelles. Certaines branches ont une attitude remarquable. Je pense à la branche chimie, qui s'est fixée comme objectif de doubler ses effectifs d'apprentis, d'ici à 5 ans. Je pense à l'entreprise Casino, qui recrute plus de 5% d'apprentis, dont 80% sont embauchés par le groupe à l'issue de leur formation. Ou je pense à Veolia, qui a créé son propre campus. Voilà. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, nous avons mis les moyens sur la table. Notre stratégie est claire, l'apprentissage, l'ouverture des entreprises aux jeunes. Votre mobilisation est absolument indispensable pour qu'on pilote tous ces dispositifs au plus proche du terrain. Je suis persuadé que nous aurons des résultats à la hauteur de notre engagement. Je fais toute confiance aux ministres, Xavier Bertrand et Nadine Morano, pour porter et développer cette politique. Nous la suivrons bassin d'emploi par bassin d'emploi. Nous regarderons les résultats bassin d'emploi par bassin d'emploi. Je vous demande également, dans la gestion des contrats, de penser que l'année, c'est 12 mois et de bien veiller à qui vous les donnez. Et je dis aux représentants des régions comme des départements que l'enjeu est un enjeu stratégique pour la société française.
il n'est pas un enjeu partisan. C'est tous ensemble, nous devons nous mobiliser. La reprise économique est là. Cette reprise économique, nous devons en profiter, mais elle ne suffira pas à résoudre le problème des chômeurs de longue durée et le problème des jeunes au chômage. Cette génération de jeunes nous jugera sur notre engagement et sur nos résultats. J'ai bien l'intention que nous soyons au rendez-vous de leurs attentes. Je sais que leurs attentes sont immenses, ils ont raison. Mais on n'a pas le droit de dire non à des jeunes qui veulent travailler. On a le droit de ne pas écouter des demandes qui sont des demandes qui ne sont pas tout à fait conformes à l'idée que je me fais de la nécessité de travailler davantage dans la compétition internationale. Mais en revanche, quand des jeunes nous disent « on veut une formation, on veut un travail », on n'a pas le droit de leur refuser cette chance. On n'a pas le droit. Je me sens à l'aise pour dire à telle ou telle catégorie « non, on ne peut pas, on n'a pas les moyens, on a trop de déficits pour satisfaire à la demande que vous présentez ». Mais on n'a pas le droit de dire à des gens, à des jeunes qui veulent travailler « non, il n'y a pas de travail pour vous, ou il n'y a pas de formation pour vous ». Ça, c'est pas possible. Parce que ça, c'est inacceptable et c'est incompréhensible. Et c'est dans ce sens que j'appelle à cette mobilisation. Et cher Patrick, voilà pourquoi nous avons décidé de nous mobiliser ainsi. Enfin, je voudrais dire au préfet de la Seine-Saint-Denis combien je lui suis reconnaissant pour son travail et pour son engagement. Mesdames et messieurs, je vous remercie.